Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère que vous avez aussi passé un superbe week-end pascal avec votre famille, que vous avez eu de la bonne bouffe, que vous avez relaxé un peu et que bon, vous avez tout de même pu apprécier le match, même si ça s'est soldé par une défaite du Canadien qui était quand même à prévoir, qui était quand même à prévoir. On vous avait prévenu que c'est ce qui risquait d'arriver, que Washington, que les Caps allaient sortir fort. Je pense que ça a surpris un peu le Canadien, mais cependant, une chose qui est bonne, c'est que, je veux dire, pour l'introduction de ces jeunes Canadiens aux séries éliminatoires, et à l'intensité des séries éliminatoires, quoi de mieux que de commencer la série à l'extérieur et d'avoir une entrée en matière comme le premier match qu'ils ont eu. C'est les séries de la Coupe Stanley qui rentrent et c'est une bonne leçon qu'ils viennent d'avoir. Donc aujourd'hui, on a quelques petits blocs à travers lesquels on va passer. On va d'abord parler du match, on va retourner sur le match numéro un, Washington et la défaite du Canadien 3-2 aux mains des Caps de Washington. Ensuite, on va regarder un peu les statistiques parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, elles décrivent bien le match en fait, je trouve. Ensuite, on va sûrement parler de Demidov, Demidov que plusieurs voyaient plus gros que le bœuf. Euh, Vous voyez la souris plus grosse que le bœuf. Donc, on va parler de Damidov. Non, je blague, je blague. Le kid, c'est un très bon joueur, mais on va un peu parler de lui et des attentes des supporters par rapport à Damidov. Ensuite, Jacky. On a vu comment les Canadiens se sont fait brasser la cabane, comme on dit. Ils se sont fait brasser la cabane par les gros joueurs des Capitals et Ovi en premier. Alors, on va parler un peu de Jacky. Jacky qui est sur toutes les lignes ouvertes et sur la bouche, sur les lèvres de tous les supporters qui veulent en majorité le voir venir sauver l'équipe sur le plan physique. Et ensuite, on va terminer par notre prédiction pour le match numéro 2 et sûrement ce que ça prendrait au Canadien pour que le Canadien remporte ce match numéro 2, ce qui serait une très 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 bonne affaire. Donc on va y aller. Je suis désolé, je suis seul. C'est pour ça que ça va être sûrement assez court et je vais essayer d'être très concis et de faire ça rapidement. Il me manque mes compatriotes, mes collaborateurs, mes complices qui sont d'habitude là avec moi. J'ai nommé mon fils Christophe et un de mes très grands amis Steve qui malheureusement je pense que la défaite du Canadien a été une charge émotive un peu trop lourde à eux qui n'ont pas supporté. Donc, je pense qu'ils ont pris leur repos et sûrement si le match se passe bien demain pour le Canadien, on les reverra. Ou on va essayer de faire un avant-match demain. Pour ce qui est du match, bon, on va commencer donc par le premier bloc. Pour ce qui est du match que le Canadien a joué, encore une fois, je le dis, je ne sais pas pourquoi tout le monde panique et tout le monde commence à vouloir changer toute l'équipe, puis à se demander qu'est-ce qui ne va pas, etc. C'est normal, on s'attendait tous à ça. On s'attendait à ce que les Caps sortent fort. On s'attendait à ce qu'ils plaquent. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas la première équipe à qui ça arrive sur la route, surtout quand on voit la différence au point de vue du physique qu'il y a entre les deux équipes et au point de vue du style de jeu aussi qu'il y a entre les deux équipes. On sait que les Capitals sont une équipe qui aime jouer physique déjà à la base. Imaginez si un de ceux qui a donné le plus grand nombre de mises en échec est leur superstar au vie. Donc, c'est l'identité de cette équipe qui aime jouer et qui aime utiliser son physique. Oui, peut-être pour intimider l'adversaire, mais aussi qui fait partie de sa tactique, j'imagine, pour se créer un peu plus d'espace et se faire respecter sur la patinoire. Donc, rien de nouveau. Et en plus de ça, on sait que le Canadien est arrivé là. Ils ont déjà fait l'essentiel qui était de se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, l'objectif au niveau du Canadien est déjà atteint. Et
on savait pas vraiment à quoi on allait s'attendre de cette équipe durant les séries éliminatoires. Le premier match ne fait foi de rien, n'est-ce pas? Donc ils arrivent là, ils apprennent, ils sont arrivés, bon, peut-être qu'ils étaient un peu à plat, mais on savait que les Capitals allaient sortir fort. Et les Capitals sont, à mon avis, très motivés. Et c'est ce que j'avais dit à mon fils lorsqu'on avait fait l'avant-match du premier match, que les Capitals sont très motivés en fait. On pense qu'ils ne sont pas motivés, mais ils sont très motivés. Et quand on voit la manière dont Ovechkin est sérieux et très concis, très, très direct dans ses interviews d'après-match, on sent que les gars, ils veulent mettre les gars en mission. On sent que les gars sont en mission et veulent jouer. À mon avis, ils veulent jouer pour Ovechkin. Pour ce qui est du Canadien, il n'y a pas de panique à avoir. On n'a pas à essayer de chambouler toute l'équipe. On a vu la manière dont les Capitals voulaient jouer et il faut juste assimiler ce fait-là et puis revenir un peu plus fort pour le deuxième match. Il y a une chose qui est claire et c'est normalement la stratégie parce que déjà le Canadien est chanceux encore une fois comme je disais tout à l'heure parce qu'ils ont commencé leur série à l'extérieur. S'ils avaient commencé à la maison et qu'ils n'avaient pas été prêts et qu'ils auraient perdu le premier match à la maison, ça aurait été un peu plus délicat parce que il ne faut pas se le cacher à l'extérieur. Ce qu'une équipe qui visite cherche, c'est à gagner au moins un match. C'est à gagner au moins un match. Donc, déjà à la base, le Canadien joue à l'extérieur. Ils ont peut-être perdu le premier match, mais le premier match leur a montré comment ça se passait durant les séries, avec quelle intensité fallait jouer. Et s'ils ont appris leur leçon, si ce sont des bons étudiants, eh bien, dans le match de jeudi, ils vont revenir et ils vont nous montrer qu'ils ont appris la leçon, quoi. Et ils vont sortir un peu plus fort et essayer d'aller chercher cette victoire. Là, j'entends donc, il ne s'agit pas de commencer à critiquer partout Saint-Louis, tel. C'est un apprentissage. Et aussi, il ne faut pas essayer d'aller chercher des midi à 14 heures au niveau de l'arbitre, que l'arbitre a mal arbitré le match, etc. On sait très bien que durant les séries, de toute façon, les arbitres, ils rangent les sifflets et puis que, comme on dit, il y a un livre des règlements pour la saison et il y a un livre des règlements pour les séries éliminatoires. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, ok? Il n'y a rien de nouveau. Donc, commencer à dire que l'arbitre aurait pu faire ci, aurait pu faire ça, je trouve tout simplement que c'est vachement loser, quoi. Si vous voulez que je vous dise, c'est très loser. Très, très loser même. Maintenant, ce qui est très important, ce qu'on a pu remarquer aussi durant le match, et puis c'est quelque chose qu'on a vu aussi et qu'on avait déjà dit, c'est que pour que le Canadien fasse bien, il ira aussi loin que Motombo va les amener. Évidemment, on peut regarder au niveau des tirs au but, on va regarder un peu plus tard dans les statistiques, parce que comme je disais, les statistiques disent tout, quoi. Euh, Ils ont à peu près eu le même genre de tir au but, mais on va voir qu'au niveau des, des vraies chances de marquer et de l'endroit où les tirs ont été lancés, il y a une grande différence au niveau du Canadien et c'est un aspect qu'il va falloir qu'ils changent et qu'ils essayent d'améliorer lors du deuxième match. Donc, Motombo, très intéressant, très important. Moi, je trouve ce que je trouve lors du premier but. J'ai aussi cru lors du premier but qu'il avait été faible. Mais je pense pas qu'il a été faible parce que lorsqu'il fait son papillon, on dirait qu'il change de direction. Il essaye de corriger le tir. On dirait que la rondelle a dévié et qu'il a essayé de s'ajuster, mais il n'a pas pu s'ajuster à temps. Donc au début, je croyais aussi qu'il avait été faible, mais force est d'admettre, si on regarde bien, à mon avis, qu'il n'avait pas été faible. Si on a le temps, peut-être on va y revenir vers la fin. Donc, c'est un peu ça mon analyse sur ce match-là, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas, il y a pas à capoter lors du premier match. Ça arrive comme ça sur toutes les équipes qui vont sur la route. Quand tu es à la maison, tu essayes d'instaurer ton rythme.
tu veux frapper l'adversaire, tu arrives là, grande intensité, tu veux mettre le public de ton côté et tout. Et c'est ce que les Capitals ont fait. C'est aussi simple que ça. En plus de ça, ils avaient, comme je disais, une équipe devant eux qui était une équipe de jeunes, pas beaucoup d'expérience dans les séries, qui s'est fait attraper peut-être aussi les patins qui bougeaient pas et tout. Donc, c'est normal, on apprend, right? Et ça arrive souvent dans la Ligue nationale. Le deuxième match, par exemple, le deuxième match va dire beaucoup, va dire beaucoup. Et attention à ceux qui disent, il y a aussi une chose, attention à ceux qui disent que oui, le Canadien s'est amélioré de période en période, parce que le seul moment où je pense qu'il a vraiment pris le dessus un peu sur les Capitals, c'est vers la fin de la troisième période. Disons à partir du moment où il a eu la pénalité, où on lui a décerné la pénalité et qu'ils ont marqué, quoi. Et durant la troisième période, je me rappelle que j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que les Capitals sont en train de faire? On dirait qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, on dirait qu'ils sont en train d'essayer de conserver leur avance, de se relâcher, d'être un peu moins intense, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on va regarder les statistiques et effectivement, même dans les statistiques, on peut constater que c'est ce qu'ils ont fait. On dirait qu'ils essayaient de protéger leur avance et en protégeant leur avance, ça a donné plus d'initiative et d'espace aux Canadiens pour pouvoir attaquer la zone des Capitals un peu plus dans les zones payantes pour prendre des tirs et prendre l'avantage sur le plan du jeu. Donc, bon, on va parler du momentum, on va parler qu'ils se sont ajustés, mais je dirais plus que c'est pas forcément eux qui se sont améliorés, plus que c'est les Capitals qui les ont laissés prendre l'initiative. Et c'est là sûrement qu'on va voir la différence lors du deuxième match. D'accord? Maintenant, ce que je veux qu'on voie, on va passer sur ce, on va passer aux statistiques, d'accord? On va passer aux statistiques. Et en même temps, bon, on va toujours parler du match, évidemment, mais on va d'abord passer aux statistiques. Et quand on regarde les statistiques qu'il y a, et je voudrais juste, bon, on va regarder quoi d'abord? Les buts, bon, on sait les buts, le Canadien qui a réussi à revenir de l'arrière et qui a failli marquer, qui a failli gagner le match et surprendre les Capitals, mais malheureusement, en passant, je voudrais dire, euh, c'est vrai que je suis un supporter des Nordiques. C'est vrai. C'est vrai que je suis un ancien supporter des Nordiques, mais qui s'est reconditionné en supporter du Canadien. Ça, je voudrais vous le dire. Donc, je suis de votre côté. Je suis un fan du Canadien. Un fan du Canadien réaliste, mais un fan du Canadien pareil, quoi. Ouais. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pris Washington qui gagnait ça en 5 ou en 6. En 6 par respect pour le Canadien. Right? Mais, évidemment, j'aimerais que le Canadien me fasse mentir. C'est aussi simple que ça. Donc, on va regarder. Ils ont failli créer la surprise en troisième en marquant 2 buts rapides. Et malheureusement, ils se sont fait surprendre par Ovechkin lors de la phase des prolongations. Donc, on peut voir les buts ici. Donc, on regarde le sommaire. C'est ça qu'on voit. Et là, on va regarder au niveau des tirs. Au niveau des tirs. C'est très intéressant au niveau des tirs, right? Au niveau des tirs, bon, en début de période, en première période, 13 et 14, pratiquement le même nombre de tirs du côté du Canadien et du côté de Washington. En deuxième période, la même chose. Et en troisième période, c'est là où le Canadien a fait son échappée lorsqu'il a fait sa petite remontée. Et que je pense que les Capitals étaient en train de tout justement d'essayer de protéger cette avance. Ce qui a donné une fausse impression qu'en fait le Canadien avait pris la mesure du jeu et de l'intensité des Capitals. Ce qui, à mon avis, n'était pas le cas. C'était juste que les Capitals reculaient beaucoup plus qu'ils ne le faisaient avant. Maintenant, on va essayer d'étudier un peu les tirs. J'aime bien ce truc-là, pareil, hein, sur RDS. Là. Euh, J'aime bien ce truc sur RDS, là, je vous le dis sincèrement. On va regarder au niveau des tirs, et c'est intéressant.
Regardez lors de la première période. On va regarder, bon, premièrement, on va regarder les tirs au complet, d'accord, en totalité. Quand on regarde les tirs pour Montréal, quand on regarde les tirs pour Montréal, on voit qu'il y a beaucoup de tirs de Montréal. La majorité des tirs sont au niveau des oreilles ou en haut des oreilles, right? Bon, ce sont toujours des tirs dangereux. On sait que les gars sont quand même des, des, des gars de la Ligue nationale, donc ils ont quand même tous pratiquement des garnottes. Mais les gardiens aussi sont des gardiens de la Ligue nationale. Et évidemment, et évidemment, s'ils voient le tir et qu'il n'y a pas trop de circulation, ils vont les arrêter, surtout à ces distances-là. Un peu moins lorsque tu es dans la zone payante, proche du gardien. Boum, ouais, là c'est un peu plus proche. Moins de temps de réaction pour le gardien, beaucoup plus dangereux, meilleure chance de marquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand on va chez Washington, regardez là où sont placés les tirs qu'ils ont décochés sur Montembeau. Quand je dis que Montembeau, c'est lui qui va décider si le Canadien a une chance de gagner cette série ou pas, c'est là qu'on le voit. Et c'est au niveau de la qualité des tirs. Le nombre de tirs lui-même ne veut pas dire grand-chose, en fait. Oui, un tir, c'est une chance de marquer, mais il y a des meilleures chances de marquer que d'autres, les amis. Il y a des meilleures chances de marquer que d'autres. Donc, 35-32, ça ne veut pas dire toute l'histoire. Regardez au niveau des chances au niveau de la qualité ou de l'emplacement des tirs pour les Capitals. La majorité des tirs sont en bas pratiquement des oreilles, right? Pratiquement un contre un contre, pardon, un contre un contre le gardien. Ce qui fait que la qualité de leur tir de loin a été meilleure que celle du Canadien. Donc maintenant, on va regarder période par période. Les périodes où Washington a dominé, qui est la première et la deuxième période en particulier. Et en troisième période, on va voir un peu les différences. Donc on regarde pour Montréal au niveau de la première période, on voit que les tirs viennent d'assez loin. Il y a eu un seul tir qui a été au niveau de pratiquement proche du gardien. Tous les autres tirs sont à l'intérieur des oreilles, vers l'extérieur en fait, et un qui est totalement excentré. Ce qui, bon, où l'angle est totalement bouché, donc très peu de chances de marquer à ce niveau-là, à moins que tu aies un rebond chanceux, comme il y a eu un rebond chanceux lors de la troisième période, un double rebond chanceux d'ailleurs, quoi. Regardons maintenant Washington en première période. Regardez tous ces tirs-là, n'est-ce pas? Tous ces tirs qui sont, c'est-à-dire des confrontations pratiquement avec le gardien et les autres tirs qui sont dans la clé avec quand même des bons angles avec quand même des bons angles de tir. Allons au deuxième, à la deuxième reprise. On voit la même chose ici, des tirs de loin ou des tirs avec des angles plus ou moins fermés. D'accord? On regarde pour Washington, encore Washington, des tirs beaucoup plus proches, right? Donc on s'aperçoit que durant les deux premières périodes, même si on va dire que les tirs sont à peu près pareils, on se rend compte que Washington a été capable de s'approcher beaucoup plus près de Montembeau que le Canadien a été capable de s'approcher du gardien de Washington. Ce qui a compliqué, ce qui leur donnait de meilleures chances de marquer. Et on le voit dans les reprises que bon, Motambo a dû s'illustrer à plusieurs reprises, un contre un, devant un joueur de Washington. Regardons maintenant en troisième période. Troisième période, ah, là, on va voir, ça change un peu. Regardez la qualité des tirs au niveau du Canadien. Le Canadien est beaucoup plus proche et attaque de beaucoup mieux la zone et l'espace où très proche du gardien de Washington. Ça, on commence à le voir. Et évidemment, ils ont pris beaucoup plus de tirs. Mais on remarque par exemple, ces quatre tirs-là, cinq, on va même ajouter ici. Bon, ça, c'est les buts, je pense, j'imagine. Et même là, c'est des tirs avec des bons angles, des tirs de bonne qualité. Donc, on sent que là, déjà, à partir de ce moment-là, c'est là où je vous dis que les Flyers, les Caps de Washington reculaient beaucoup plus. Ils voulaient conserver leur avance, mais en conservant leur avance, ben, ils permettaient aux Canadiens de prendre de la confiance et d'attaquer avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus en profondeur, proche de leur gardien,
leur zone. Une chose que je vais dire qui est très importante aussi, et sûrement on va en parler lorsqu'on va faire l'analyse et puis la préparation du match numéro 2. Le gardien des Capitals, là, il est douteux, je vous le dis, il est douteux. Et les gens en ont parlé un peu à RDS ou BPM et tout ça, où ils disaient que hein, c'est bizarre, le gars, il me rappelle certains gardiens à l'époque, là. Le gars, il sort totalement, il se retrouve quasiment dans les estrades quand il fait ses arrêts. Et je pense que ça va être un élément que les gars du Canadien, l'équipe du Canadien doit exploiter. Euh, ils doivent exploiter le fait que ce gardien-là aime s'avancer et se met souvent hors position pour essayer d'en tirer une stratégie, tout justement. Euh, donc, sur ce, il ne faut pas oublier ça. Donc, quand on regarde Washington en troisième période, on sent qu'ils ont un peu lâché, ils ont un peu lâché leur intensité, réduit un peu le contrôle qu'ils avaient sur le match. Ils ont beaucoup moins attaqué, bon, attaqué un peu moins le filet, beaucoup moins de tirs au but, bien que quand même, on peut voir que les zones dans lesquelles ils ont tiré étaient quand même des zones dangereuses. Même si elles étaient un peu moins proches, disons que lorsqu'on regarde ici en première période ou encore en deuxième période ici, disons, et surtout en première période, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde les statistiques, les statistiques racontent toute l'histoire. Les statistiques racontent l'histoire. Au niveau des tirs au but, oui, c'est la même chose au niveau des tirs au but, mais la qualité des tirs, l'endroit où les tirs ont été décochés est différente et beaucoup plus dangereuse et difficile à arrêter pour le gardien du Canadien qui a bien tiré son épingle du jeu pour garder son équipe dans le match. Au niveau des buts en avantage numérique, la même chose. Au niveau des minutes de pénalité, on sait que ce soit en série ou que ce soit durant la saison régulière, les arbitres aiment beaucoup égaliser les pénalités. Au point de vue des mises en échec, je dirais au point de vue des mises en échec, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose qu'au niveau des tirs au but. La qualité des mises en échec est un peu différente. Lorsque tu as des gars comme Ovechkin qui viennent te plaquer, parce que c'est un gros bonhomme, Ovechkin, il ne faut pas se le mentir. Et ces gars-là, ils aiment frapper, quoi. Ça fait plus mal que peut-être certains petits joueurs du Canadien qui plaquent, qui sont des demi-plaquages et tout ça, bon, qui laissent pratiquement aucune trace. Tir bloqué, bon, regarde, on peut voir que au niveau des tirs bloqués, bon, Washington s'est illustré beaucoup plus et c'est normal, les tirs venaient de beaucoup plus loin, donc ils avaient la capacité de mettre des corps devant les rondelles. Les revirements, 17 revirements, il faut que ça change. C'est vraiment un endroit où il faut que ça change. N'est-ce pas? Ce que j'aurais bien voulu voir, par exemple, c'est les revirements en termes de période. Combien de revirements en première période, combien de revirements en deuxième période, etc., jusqu'en troisième période. Donc, donc, c'est juste pour dire que ceux qui essaient de dire ici que, bon, ouais, le Canadien s'est amélioré, il a pris la mesure de Washington, donc c'est encourageant pour le deuxième match, etc. Foutaise, je vous le dis, foutaise. La seule raison pour laquelle le Canadien a semblé prendre le dessus en troisième période, c'est parce que Washington a mis le pied sur le frein et ils l'ont redémarré un peu en période de prolongation. Mais sinon, c'est parce qu'ils ont mis le pied sur le frein et ils ont laissé le Canadien faire le jeu, ce qui a été une erreur de leur part en fait. Ça a été une erreur de leur part parce ils ont laissé le Canadien y croire. Right? Ils ont laissé le Canadien y croire, ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc, au niveau des statistiques, comme je vous dis, elle parle d'elle-même. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et on voit très bien que, bon, elle représente en fait le match. Grosse intensité, gros travail fait par les Washington contre le Canadien en première, deuxième, et puis en troisième, ralentissement qui a failli leur coûter le match pour finalement en prolongation remettre le pied un peu sur l'accélérateur et se sauver avec la victoire, quoi. D'accord? Maintenant, les amis, maintenant, les amis, parlons de notre gars, parlons de notre gars Davidoff.
d'accord? On va parler un peu de Ivan Davidov. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ivan Davidov, Demidov. Pourquoi je dis toujours Davidov? Je ne sais pas pourquoi je dis toujours Davidov. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je dis toujours Damidov, Davidov plutôt. Bon, ok, on va prendre une petite photo de lui, voilà. Hein, on va le mettre là. Ok, Ivan Davidov, Demidov, excusez-moi. Donc, Ivan Demidov, grand joueur. C'est un grand joueur, il a beaucoup de potentiel. Il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Tout ce que je veux dire aux partisans, c'est il faut, comment on dit ça au Québec? On dit faut garder notre gaz égal. Right? Il faut garder notre gaz égal. Right? Le petit, il a juste 19 ans. Il vient de la KHL. Il a connu un match où, bon, personne ne le connaissait trop. Il arrive là, disons, contre Chicago, qui est pas forcément un foudre de guerre. Il arrive, il fait sa petite magie, les étoiles s'alignent, il marque un but, il a une passe, boum, on est content. Mais, et là, tout le monde commence à le voir gros, gros dans sa soupe, qu'il va être le sauveur du Canadien durant les séries, il va remplir les buts, il va faire en sorte que le Canadien ait gagné pratiquement la Coupe Stanley à lui tout seul. Wow! Wow! On relaxe, on respire, et on laisse le petit un peu avec un peu moins de pression, puis on le laisse jouer et on le laisse pouvoir faire des erreurs, même si, comme dit mon fils, même si c'est des erreurs qui font perdre des matchs en série. C'est ça le pari qu'on a pris. C'est ça le pari qu'on a pris. Donc, il ne faut pas penser que le gars, il a déjà une expérience de 5 ans dans la Ligue nationale, ou qu'il arrive, puis il va jouer comme si jouait déjà depuis 5 ans dans la Ligue nationale avec, en étant responsable autant offensivement que défensivement, etc. et qui fera pas beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, si vous regardez le match contre les Canes, vous allez voir, déjà vers la fin du match contre Chicago, il avait déjà fait des erreurs. Ouais, il commençait déjà à faire des erreurs. Pour le match contre les Canes, c'est pas pour rien qu'on l'a enlevé du match. Si par exemple il jouait bien et que Martin Saint-Louis sentait qu'il était responsable autant offensivement que défensivement, il l'aurait laissé, il l'aurait fait jouer. Mais s'il l'a enlevé, c'est pour une raison. C'est sûrement parce qu'il voulait pas que le Kid commette une erreur qui fasse perdre le match déjà à la base. Et aussi parce que le Kid, il a fait pas mal d'erreurs. De la misère à revenir en repli défensif, rallonger sa présence, faire des revirements qui ont failli coûter des buts où Montembeau il a dû se signaler à plusieurs reprises. Maintenant, on arrive lors du premier match, puis force est d'admettre que le Kid, il a été invisible. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est pas de sa faute. On peut s'attendre à ça d'un joueur qui arrive d'une ligue qui est beaucoup moins rapide déjà qu'une ligue, c'est-à-dire dont les séries sont beaucoup moins intenses que la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Mais en plus de ça, tu veux le jeter dans la faux, dans l'antre des Lions, dans l'aréna, quand c'est les séries éliminatoires qui sont encore plus intenses que durant l'année, la saison régulière. Donc là, ça va pas, c'est un peu trop demandé au kid. Là, il va vraiment falloir qu'il s'ajuste. Et on a bien vu qu'il avait de la misère à s'ajuster à la vitesse et à l'intensité de la Ligue nationale durant les séries. D'accord. Donc, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il faut lui donner un peu d'espace, il faut lui donner un peu de temps et il faut le mettre dans une chaise. Il ne faut pas commencer à dire que, oh, Davidov, c'est les autres qui sont autour de lui, qui font qu'il n'arrive pas à bien jouer. Il faut changer le trio numéro un, le jeu de puissance numéro un. Il faut mettre Demidov là, etc. Et on se calme, on se calme. Suzuki, puis son trio, c'est parfait. Gallagher, c'est parfait. Le quatrième trio, c'est parfait. Il va s'ajuster. Demidov, il va s'ajuster. Veut pas, il va s'ajuster à un moment donné et il faut que ses coéquipiers l'aident à s'ajuster tout justement, quoi. Donc, bon, on va dire laisser le kid. C'est-à-dire, les attentes au niveau du kid, là, on se calme un peu,
on le laisse jouer. Puis Martin Saint-Louis, je pense que tout ce qu'il a à faire, c'est essayer de bien gérer les présences du kid et qu'il le fasse rentrer dans des situations où il a le plus de chances de shiner, de réussir disons, que le contraire, quoi. Right? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de Demidov. Mais je l'aime bien comme joueur. Je trouve qu'il c'est un joueur qui est talentueux, mais on l'a mis dans la faux volume, dans une situation où, bon, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Où c'est un peu compliqué pour lui. Donc, soyons indulgents et soyons un peu patients. Et puis, ne mettons pas toutes ces attentes folles sur lui. Et aussi, n'essayons pas de remodeler toute l'équipe pour essayer de le satisfaire. Parce que là, c'est le monde à l'envers. D'accord? Ok, donc, c'était notre blog d'Emidov. Right? Il va falloir qu'il s'ajuste assez rapidement, d'accord? Quand même, il va falloir qu'il s'ajuste assez rapidement. Donc, donc, Demidov, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au bloc Jakai. Jakai. Et on y va rondement, ça roule ma poule. Ça roule ma poule, on n'arrête plus, on n'arrête plus. Donc, au niveau de Jakai, les Canadiens s'est fait brasser et tout. Les gens commencent à paniquer, ouin ouin, crier, tout le monde griffe les murs et tout. Oh, il faut que Jacky arrive, il va faire jouer les gars plus gros, etc. Les gars, ils vont plus frapper autant qu'ils frappent avant avec toute la liberté qu'ils ont pour frapper, etc. Foutaise, foutaise. Foutaise, c'est pas un seul joueur qui va changer l'aspect physique ou l'aspect physique de l'équipe ou qui va intimider toute l'équipe adverse. On n'a qu'à regarder du côté de Georges Larac. Lucic n'a pas voulu se battre contre Georges Larac. Lucic n'a pas voulu se battre contre Georges Larac. C'est pas que qu'il l'aurait pas fait et puis Georges Larac aurait sûrement gagné le combat. Il y a pas de souci là-dessus. C'est pas ça le sujet. Mais quand tu cours après quelqu'un et que la personne elle ne veut pas se battre avec toi, tu as l'air d'un fou d'une certaine manière quoi. Right? Donc amener Jacky là-dedans. En plus de ça, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est pas quelqu'un que ce soit offensivement ou défensivement, qui casse la baraque. Donc, sincèrement, l'amener là pour le mettre encore une fois dans une situation où on va le pointer du doigt, où il est susceptible de faire des erreurs, surtout avec la pression qu'il va y avoir sur lui, ce serait pas forcément une bonne chose. Juste en plus de ça, pour qu'il aille frapper ou pour qu'il aille faire le policier. Vaut mieux avoir un joueur de talent et comme je sais pas qui disait à l'époque team toughness, vaut mieux avoir une team toughness ou un autre style pour contrecarrer le jeu physique de l'adversaire que d'avoir un seul gros joueur physique dont on pense qu'il va contrecarrer le jeu physique de toute une équipe dont c'est le style de jouer physiquement. D'accord? C'est impensable. C'est impensable. Right? Tous les Capitals, les Capitals jouent tous physique. Ils plaquent tous. Et encore une fois, comme je dis, Ovechkin est parmi ceux qui ont le plus de pénalités. Et Ovechkin n'a peur de se faire plaquer par personne. Par personne, même pas par Jacky, si vous voulez que je vous dise. Et je pense que Jacky devrait même faire attention de ne pas se faire plaquer par Ovechkin. Donc, au lieu comment dirais-je, de faire en sorte que ton équipe ait moins de profondeur et soit moins bonne en y ajoutant un gars comme Jacky, vaut mieux laisser ton équipe comme elle est. Right? Évidemment, j'entendais un peu quelques commentaires aujourd'hui où on disait que bon, que Jacky, bon, il n'était pas pire que certains autres défenseurs. Mais si c'est le cas, là, ça vaut la peine. Si c'est le cas, là, ça vaut la peine. S'il joue aussi bien offensivement et défensivement qu'un autre défenseur et qu'en plus il a des épaules, il ajoute cette dimension physique, oui, ça vaut la peine. Mais si c'est pas le cas, je ne penserais pas que ça vaille la peine. Et je pense d'ailleurs même que c'est un peu tôt pour appuyer sur le bouton panique. En fait, c'est un peu tôt pour appuyer sur le bouton panique de toutes les manières. La raison pour laquelle tout le monde appuie sur le bouton panique, en fin de compte, je vais vous le dire bien franchement, la raison pour laquelle tout le monde appuie sur le bouton panique, c'est parce que le Canadien
à fausser les cartes en ayant eu cette chance de gagner le match en revenant de l'arrière et c'est-à-dire en volant pratiquement le match aux Caps de Washington, ce qui allait contre l'allure du match. Et quand les gens vont comprendre qu'en fait, c'est pas parce que le Canadien a appuyé sur l'accélérateur qu'il a failli gagner ce match-là, peut-être ils vont revenir à des sentiments un peu plus corrects, quoi, un peu plus logiques, si vous voulez que je vous dise. D'accord. Donc, Jacky, je pense que je le mettrais sur le back burner, à moins qu'évidemment, comme je disais tout à l'heure, qu'il puisse remplacer un joueur qui fournirait le même rendement que lui. Donc ça, ce serait correct. Sinon, on se calme. Et puis, n'oubliez pas, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que c'est normal. Ce genre de premier match-là est tout à fait normal. Surtout pour une jeune équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience dans les séries, qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Le premier match est normal. C'est normal que Washington soit sorti fort. C'est normal qu'ils ont lancé des rondelles en fond de zone, qu'ils soient venus plaquer. C'est normal qu'ils jouent avec intensité. En plus, ils sont devant leur public. Qu'est-ce qu'il y a de pas normal là-dedans? C'est tout à fait normal, quoi. Right? Maintenant, maintenant, une fois qu'on a établi ça et qu'on a établi que Jacky, effectivement, c'est pas forcément la solution, right? Et qu'il faut mieux, et qu'il vaut mieux, à mon avis, prioriser une solution d'équipe. Bon, on peut même maintenant passer à notre dernier bloc. Waouh, hey, j'y vais rondement, c'est cool ça, c'est cool ça. On peut maintenant passer à notre bloc final, qui est le match numéro 2 et qu'est-ce que ça prendrait aux Canadiens pour ils puissent gagner ce match numéro 2. Qu'est-ce que ça leur prendrait? Ah, qu'est-ce que ça leur prendrait aux Canadiens? Bon, il faut se dire d'abord, je le répète encore une fois, généralement les séries, c'est des séries de Homer. C'est-à-dire que ce qui est espéré, ce qui est espéré, c'est que chaque équipe gagne son match à la maison et que si tu veux créer la surprise, tu as gagné sur la patinoire adverse. Euh, Lors de tes deux premiers matchs, ce que tu désires faire le plus, en fait, c'est d'essayer de gagner au moins un match à l'extérieur. Right? Le premier match, ça arrive souvent comme le premier match que le Canadien a joué. J'ai vu ça, beaucoup d'équipes, beaucoup de premiers matchs, c'était comme ça, surtout quand tu es devant ton public. D'accord? Mais le deuxième match est généralement très différent. Le deuxième match est généralement très différent. Maintenant, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que on va voir, enfin, premièrement, on va voir comment le Canadien va sortir, d'accord? On va voir comment le Canadien va sortir. Si le Canadien se fait encore trop dominer comme il s'est fait dominer lors du premier match, c'est-à-dire se faire trop plaquer, reculer et tout ça, on va avoir un problème. Je pense que le Canadien doit jouer, c'est-à-dire doit commencer à améliorer ses chances de marquer. Il doit se rapprocher du gardien, avoir un peu plus de chances de qualité de marquer. Et il doit se servir tout justement de cette propension du gardien de Washington à toujours se sortir et à se mettre hors position. Il doit essayer d'avoir des deuxième, troisième chances de marquer. Mais là, il va falloir qu'il se sacrifie, par exemple. Parce que, encore une fois, comme je disais, là où on va voir le caractère du Canadien, c'est que il va falloir cette fois qu'il nous prouve qu'il est capable de jouer à jeu égal avec Washington quand Washington a la pédale sur le métal. D'accord? C'est là qu'on va voir si le Canadien a vraiment compris c'était quoi les séries. Parce que je pense, si vous voulez que je vous dise, Washington joue pour son capitaine. Je pense que Washington est une plus vieille et plus lourde équipe que le Canadien. Et une équipe qui, à mon avis, se fatigue plus vite, a moins de résistance que le Canadien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Canadien peut avoir un avantage si la série se prolonge, va jusqu'au septième match, même sixième match.
Le Canadien peut avoir plus d'avantages à partir du moment où il fait jeu égal avec Washington du début à la fin d'une rencontre. Pas jeu égal dans le sens où, ouais, bon, il perd les deux premières périodes, puis il gagne une période, parce que là, ça veut dire juste à Washington que peut-être ça a été de la chance, etc. Bon, mais qu'ils ont toujours le dessus au point de vue du jeu, même sur la patinoire, quoi. Mais s'il fait jeu égal avec Washington, et que Washington joue sa game, c'est-à-dire a le pied sur le plancher, c'est là qu'on va voir une différence et c'est là que qui pourrait aller jouer dans la tête des Capitals de Washington. Parce qu'actuellement, là, les Capitals de Washington, ils sont motivés. Ils veulent donner cette autre Coupe Stanley à Ovechkin. C'est clair et net. C'est clair et net, ça se voit. Et Ovechkin lui-même est en mission. Encore une fois, c'est clair et net. On le voit durant les entrevues. Je l'ai vu durant les entrevues d'après-match. Il n'avait même pas le goût d'être là en train de parler aux journalistes. Il donnait des réponses avec deux, trois mots, etc. Puis il fronçait les sourcils. Man, il n'avait pas le goût. Il n'avait pas le goût d'être là, quoi. Ouais. Donc, ouais, je pense ils sont capables. Il faut qu'ils mettent la pression sur le gardien. Le gardien, à mon avis, de Washington, il est fébrile. Il faut qu'il le teste beaucoup. Il faut qu'il le teste beaucoup mieux que ça, quoi. Évidemment, il faut que le deuxième trio aussi de Washington se mette à produire. Mais la manière dont il faut qu'ils se mettent à produire, c'est parce qu'il faut que les joueurs, tous ces joueurs-là, puissent se démarquer et jouent assez rapidement pour pouvoir éviter la pression les Capitals mettent sur eux, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est possible. Je veux dire, il y a des énigmes, il y a des énigmes, il y a des énigmes. Le deuxième match d'une série dit beaucoup quand même. Le deuxième et le troisième match. Pourquoi je dis le deuxième et le troisième match? Parce que lors du deuxième match, normalement, tu dois être ajusté pour le premier match. Et lors du troisième match, comme tu reviens à la maison, c'est important de voir comment tu vas réagir devant ton public et quelle va être la manière dont tu vas entamer le match et que tu vas ouais, tu vas contrôler ce match, ce premier match à la maison. C'est pour ça le deuxième et le troisième match sont extrêmement importants. Et on va le voir, on va le voir. On va voir de quoi est fait le Canadien. On va voir comment Martin Saint-Louis a réussi à, ou pas, à préparer son équipe. Et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. C'est aussi simple que ça. Parce qu'une chose que je vous dis, c'est que les gars de Washington, ils ont appris leur leçon. C'est-à-dire, ils vont sortir fort. Et s'ils prennent l'avance, ils vont plus forcément essayer de protéger cette avance parce qu'ils vont savoir que tout peut arriver et que c'est dangereux de protéger cette avance-là, quoi, de protéger une avance. Pour le Canadien, il faut qu'il mette beaucoup plus de pression dès le début. Il faut qu'il mette ce gardien en test. Surtout qu'ils savent maintenant que ce gardien-là, il se déplace et puis il se met souvent hors d'opposition. Il faut qu'il mette de la circulation là-dedans. Il faut qu'il fasse circuler la rondelle. Et définitivement, il faut que des gars comme Debinov, Patrick Laine, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, ils produisent. Et pas forcément, je dirais même pas forcément produire, mais qu'ils soient dangereux, je dirais. Il faudrait qu'ils soient dangereux, qu'ils réussissent à jouer, à faire circuler la rondelle, à se créer des chances, à se démarquer. Il faut qu'ils réussissent à faire ça. Du moins, à mon avis, c'est leur premier rôle. Et évidemment, comme je dis, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais tout le monde le sait, Motambo encore, il faut qu'il soit le meilleur joueur du Canadien, comme il l'a été durant la première rencontre, comme il a été contre les Canes, comme il l'a été contre Chicago. Il faut qu'il soit le meilleur joueur de cette équipe-là, si cette équipe-là désire gagner. Parce que sincèrement, je pense pas qu'ils vont empêcher je pense pas qu'ils vont pouvoir empêcher les Capitals de se rapprocher de Motambo. Je penserais vraiment pas. Donc, il faut que de leur côté, ils aillent mettre en danger
le gardien de Washington parce que je pense qu'entre les deux, c'est Motombo qui a le dessus sur le gardien de Washington. Donc, ça va être c'est celui qui marque les buts, celui qui marque les buts, et celui qui empêche de marquer des buts. Ça va être ça, ça va être ça la bagarre. Ça va être ça la bagarre. Parce qu'une chose est sûre, comme je dis, les Capitals de Washington vont s'approcher et vont avoir des bons tirs sur Motombo. Et il faut que du côté du Canadien, premièrement, ils fassent la même chose. Et s'ils réussissent à faire la même chose, je pense que le gardien des Capitals va être plus enclin à lâcher avant un gars comme Motombo. On garde les doigts croisés, les gars. Donc, ouais, encore une fois, je dis, même si je suis un supporter des Nordiques reconverti en Canadien, on est ensemble, on est tous ensemble et on espère tous que le Canadien va gagner le match de demain. Mais je vous le dis, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que le match de mardi a été trompeur. C'est pas le Canadien qui a appuyé sur la pédale. Ok, c'est les Caps qui ont ralenti. Donc c'est là où c'est trompeur. Donc la raison pour laquelle je dis ça, c'est que s'il y en a qui se disent que le Canadien va gagner parce que il a pris le dessus en troisième période, c'est là où il se trompe. Il faut que le Canadien augmente son jeu et fasse jeu égal avec les Caps pratiquement dès le début. Ou au moins qu'il essaye de résister les 5 premières minutes, mais qu'après les premières minutes, généralement c'est comme ça que ça se passe en fait, qu'après les 5 premières minutes, pam, 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 il commence à faire jeu égal après avoir euh, passé la tempête un peu. Après que la tempête se soit calmée. D'accord. Donc c'est mon opinion. Et demain, le score que je donne, allez pas me finir, man. Allez pas dire que je suis un traître et tout ça là, mais je suis désolé. Je pense que Washington va encore gagner. Je pense que Washington va encore gagner demain. Je ne peux pas dire par combien il va gagner, mais je pense que Washington va encore gagner demain. Et ensuite, bon, je vais pas donner de prédiction déjà pour le match au Centre Bell, mais bon. Mais hey, encore une fois, j'espère que je me trompe. Sandek, j'espère que je me trompe. Je le dis. J'espère que je me trompe. Donc, merci à tous d'avoir écouté l'émission. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer un petit like. Et j'espère aussi que mes collaborateurs, mon fils et puis Stevie J vont être là avec nous, que ce soit pour les avant-matchs ou pour les prochains après-matchs. Parce qu'en en fait, c'est eux les grands experts. Moi, j'avais arrêté de suivre un peu le hockey pendant un certain temps. Je suis revenu là, bon, parce que après tout, le hockey, c'est le hockey. On aime tous le hockey. Et c'est ça, quoi. Surtout que le Canadien s'est qualifié. Donc, quel meilleur moment pour revenir regarder le hockey que lorsqu'il y a les séries et que le Canadien en fait partie. Hein? N'est-ce pas? Non, c'est une bonne fin, ça. Faites attention à vous autres et n'oubliez pas, partagez, likez et subscribe, abonnez-vous. Bye tout le monde. Bon match demain. Ben, on se retrouve demain en passant. Ouais, on se retrouve demain pour l'avant-match. Bingo.